Bonjour, donc moi je suis Sébastien Denis. Je vais prendre un petit peu mon parcours. Je vais beaucoup mes anciens enseignants ici. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire depuis l'arrêt des études il y a quand même déjà quelques temps. Pour raconter mon parcours depuis le début, donc moi je suis canet à la base, donc j'ai fait un bac L, littéraire, mais orienté déjà spécialité maths. J'ai ensuite fini à 4 ans, donc avec de lettres modernes, puis une licence de lettres modernes, et la même année aussi une licence de sciences du langage, mention traitement automatique des langues. J'avais commencé à entendre parler du traitement automatique des langues par des choses que je connaissais déjà, et par mon frère aussi qui était passé par l'informatique avant. C'était un sujet qui m'intéressait dès le début. Alors je m'intéressais aussi bien à Balzac que le traitement automatique. Bon, c'était il y a longtemps, c'était en 2000, donc à l'époque il n'y avait pas Google, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Internet. C'était aussi un peu une autre époque, donc il faut s'en mettre ça bien en tête. Quand j'ai terminé ma licence, je ne connaissais pas Google. Donc en 2001, j'ai fait une maîtrise de sciences du langage. Donc j'ai arrêté les lettres pour le coup. Vous voir que j'y suis revenu, mais à mon temps défendant. Donc j'ai fait une maîtrise de sciences du langage. Puis j'ai enchaîné avec un M2, avec un DEA en fait, où pour le coup j'avais un contrat au Cresco pour travailler sur la synthèse vocale, donc sur l'adaptation de Kali, que vous devez connaître, je pense, donc la synthèse vocale du Cresco, donc adaptée à l'anglais, et donc avec des règles projectiles, tout ça. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi, parallèlement à mon DEA, donc avec le contrat européen. Donc c'était extrêmement intéressant, ça m'a permis de mettre un premier pied dans la recherche. Donc ça c'était en 2002 et parallèlement à ça, donc j'ai aussi commencé de mon côté à apprendre un petit peu à coder en fait en PHP à l'époque, à faire mes propres sites web, des sites web un peu littéraires qui marchaient plus ou moins bien, et ça a été relativement intéressant puisque on va y revenir. Donc à la fin de mon DEA, à la fin de mon contrat en fait de Cresco, j'avais un problème en fait, c'est que j'ai fini mon DEA et le contrat s'est terminé vers le mois de mars, un truc comme ça. Et donc j'avais encore un peu de temps avant de pouvoir postuler pour un éventuel un financement de thèse qui commençait en septembre. Donc il fallait entre mars et septembre que je justifie que j'ai un temps entre les deux, parce que pour le financement de thèse, c'était pas une bonne chose d'avoir un creux en fait. Donc je me suis dit, je vais m'inscrire, il fallait s'inscrire un peu d'enseignement. Donc je me suis inscrit à la grille de lettres et au CAPES de lettres. Bon, voilà, j'ai fait quelques cours d'Allemagne. C'était un petit peu compliqué parce que moi ce qui m'intéresse c'était quand même l'informatique et la linguistique, donc c'était cool la littérature comparée, mais j'avais quand même, ça faisait quand même un grand écart. Et donc le jour du CAPES est arrivé, je me suis dit tiens, je vais quand même y aller, c'est à la galerie Vitré là-haut, donc je travaillais ici, je prends mon stylo, j'y vais, ça tombe sur des sujets que je connaissais déjà, que j'avais traités en licence, voilà, sur le théâtre, très bien, je connais très bien. Je suis admissible, voilà. Donc j'étais content, admissible, ouais, super, je ne pensais pas, c'est cool, donc j'ai eu un ancien français, désolé. Mais j'ai eu des bonnes notes en linguistique sur les compositions, je crois, en stylistique, donc c'était plutôt sympa, et puis en observation. Donc une bonne formation après. Le souci c'est que en fait j'étais admis dans le test, c'était cool, parce que après je pouvais devenir prof, mais le problème c'est que j'ai pas eu mon allocation de thèse. Donc le métier que je pensais faire, c'est-à-dire devenir chercheur à faire de la recherche, j'avais pas le financement, par contre j'avais le financement pour le métier que je voulais pas faire, qui est le prof. Voilà, donc je me suis retrouvé prof. Voilà, bon, c'est bien, donc en région parisienne, ça c'était un choix que j'avais parce que je voulais me rapprocher de ma compagne à Paris, donc ça c'est cool. Je me trouvais en région parisienne, enseigné à l'E6e, j'étais en route, tout ça, alors que j'ai déjà pensé des cours de traitement automatique à Caen, donc des licences. Donc il y avait mon âge, j'allais avoir un peu plus vieux, mais c'était là je passais un peu d'un extrême à l'autre, je passais des licences au petit 6e, de la linguistique informatique au compte et voilà, c'était bizarre, voilà, donc ça s'est pas très bien passé, voilà.
Pour être honnête, ça s'est mal passé pendant 2 ans. J'ai galéré à mort avec mes petits sixièmes. Et l'éducation nationale s'est dit, première année d'IUFM, je vais en faire une, donc je fais une deuxième. Donc pour la deuxième année d'IUFM, on m'a dit non, ça va pas être possible, non, c'est mort. Donc ils m'ont viré globalement. Je suis fait lamentablement viré de l'éducation nationale, ça arrive, voilà. Il faut aussi avoir un beau échec. Donc je suis parti en Irlande avec mon sac à dos parce que j'avais envie d'apprendre l'anglais, enfin de mieux parler anglais, voilà. Donc quoi, c'est bien utile. Je ne savais pas ce que j'allais faire, je ne savais pas si j'allais venir en savoir dans un pub ou distribuer le 20 minutes à la sortie du métro, je n'avais aucune idée. Tout ce que je savais, c'est que j'avais envie d'aller vivre là-bas et que j'en avais marre d'être en France et d'enseigner. Voilà. Donc je vais là-bas, je commence à travailler dans un call center pour faire du support technique pour Total, voilà, donc ça c'était sympa. Et puis je me postule, c'était marqué The World Leader of Search Engine, et après, donc je sais même pas c'était Google en fait. Voilà, donc en gros j'ai postulé Open Manpower, et après c'était Google derrière. Je suis top par Manpower, c'est bien passé. J'ai pas eu de nouvelles pendant 2 mois. Voilà, donc je vais faire un test, j'ai pas de nouvelles pendant 2 mois. Il me rappelle, ok, là vous avez un entretien la semaine prochaine, ok. Je vais chez Google, je passe un entretien, donc j'ai eu 4 entretiens à la suite. Je suis allé plutôt souriant, parce que j'avais pas grand chose à perdre, j'ai beaucoup de choses à gagner, mais j'avais déjà un boulot de toute façon, donc j'y allais comme ça, souriant, donc, en discutant et tout, donc j'ai pu discuter à la fois de mon profil. Donc je sais maintenant, parce que je connais bien une des personnes qui m'a recruté, avec qui je continue à travailler maintenant, notamment l'université de Caen était listée en fait parmi les bonnes universités. En fait, parce qu'ils ont des algorithmes en fait, qui permettent de savoir si les universités sont bonnes ou pas. Et l'université de Caen était a priori bien placée, puisque déjà c'est ça, permet d'avoir de passer l'entretien. Voilà, donc, un bon enseignement ici quand même. Voilà. Et donc voilà, j'y suis allé, j'ai discuté de mon profil, de ce que je faisais avec mon site web, de ce que j'avais fait au niveau de mes études, de mes activités sur Wikipédia, c'est un gros contributeur à l'époque de Wikipédia. Donc j'ai passé l'entretien et au final ils m'ont rappelé quelques semaines plus tard, voilà, en mois de janvier, pour me dire ah mais c'est bon, vous êtes pris. C'était super, voilà, j'ai été chez Google, je dis c'est pas, donc c'est rare, il n'y avait pas une personne sur 1000 après qui a été chez Google, une personne sur 1000 qui fait de l'éducation nationale, moi c'est les deux en fait. Voilà, on fait il n'y avait pas beaucoup de probabilité, mais globalement j'ai commencé dans une équipe un peu particulière. Alors pas du tout, c'est pas du tout linguistique en fait, parce que là au fur et à mesure j'ai commencé à dévier la linguistique à partir de tout ça. Mais je suis survenu, vous allez voir. C'était en gros dans l'équipe qui s'occupe du moteur de recherche, et de la partie anti-spam. Parce que je ne sais pas si vous voyez sur Google, quand vous tapez chaussures Nike pas cher par exemple, vous allez vous retrouver avec plein de spam, des vieux sites chinois tout pourris qui réussissent à se positionner en utilisant des techniques assez frauduleuses. Et mon boulot dans une équipe à peu près 70-80, basée à Dublin, dont une petite dizaine de Français, entre 5 et 10. L'idée c'était d'essayer manuellement d'aller nettoyer tous les sites un peu pourris qu'on pouvait avoir et essayer de trouver les techniques en fait utilisées pour essayer de neutraliser tout ça. Voilà. Donc ça j'ai fait ça pendant 2 ans et demi en fait, chez Google. C'était j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, c'était très instructif. Alors la linguistique a commencé à aussi être un peu utile sur certains aspects en fait, dès ce moment-là, réussir à comprendre en fait certains aspects, notamment tout ce qui va être recopiage automatique et essayer de trouver en fait les bons extraits pour essayer de comprendre quelles sont les relations entre deux sites. Tu parlais de Near Duplicate en fait, c'est des concepts aussi qui sont aussi utilisés chez Google évidemment pour essayer de comprendre si les pages sont identiques ou pas et après quelles sont les applications marketing que ça peut avoir. Hein, donc des choses assez intéressantes. Donc je fais ça jusqu'en 2009. En 2009, ça faisait 2 ans et demi que j'étais là-bas à Dublin. J'avais aussi envie de rentrer en France pour faire autre chose. Donc j'ai démissionné de Google. C'était pas forcément
C'était un petit peu difficile à prendre comme décision parce que j'avais quand même accès à beaucoup de choses et que c'était quand même une belle boîte, mais j'avais aussi envie de faire autre chose, donc j'ai démissionné. J'ai très facilement ensuite retrouvé du boulot. Après 3 ans, j'étais plus dans l'ancien prof de français, j'étais venu dans l'ancien Google et ça marchait beaucoup mieux que le marché de l'emploi. Voilà, donc j'ai commencé par à travailler dans le monde du référencement. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le référencement naturel, hein. Parce que là c'est mon monde en fait, le référencement. Donc je vais expliquer un petit peu. Le référencement en fait c'est toutes les techniques en fait qui vont permettre à un site de bien se positionner sur le moteur de recherche. En particulier de se positionner sur Google. D'accord. Donc il y a tout un monde, c'est du marketing, hein, globalement, c'est du marketing web, du marketing digital. Il y a tout un monde et beaucoup d'emplois et d'argent là-dedans. Je vous en parle un petit peu après parce que ça peut aussi vous intéresser parce que c'est de plus en plus proche de la linguistique. Hein. À l'époque, en 2009, c'était pas encore forcément la première approche, c'était pas forcément linguistique, maintenant elle devient. En 2009, c'est une approche relativement technique. Donc en tout cas, moi j'ai commencé à travailler donc, en tant que directeur d'agence, dans une agence qui s'appelle Première Position, en fait, basée à Paris. Donc j'ai dirigé une dizaine de personnes là-bas pour avec pas mal de clients. Donc j'ai commencé à avoir des clients, voilà, c'était la première fois que je travaillais dans une entreprise en France en fait, hein. C'est bizarre. Donc ça s'est plutôt bien passé, mais la boîte n'allait pas forcément très bien et n'était pas très bien gérée, et j'arrivais pas forcément à faire ce que je voulais. Donc je me suis dit, au bout d'un an, pourquoi je ne ferais pas ma propre boîte en fait. Donc globalement, je suis resté 1 an et demi là-bas, et puis j'ai créé mon propre entreprise, hein, donc, qui existe toujours, voilà, ça fait 5 ans que j'ai ma propre boîte, qui s'appelle Webtimo, voilà, basée à côté de Paris, et donc une agence de marketing web en fait, spécialisée dans le référencement naturel et la visibilité sur Google. Ah, bon, ça m'a permis de travailler avec, maintenant je travaille avec le client, hein, notamment avec le Carrefour Voyage, avec Sanofi, avec le Geek.com, voilà, ça. Zalando, on a travaillé aussi pendant un temps, donc pas mal de gros sites, hein, parce que ça marche plutôt pas mal. Hein. Et donc je vais vous expliquer un petit peu plus de ce qu'on fait en fait dans le monde du référencement et en quoi ça peut aussi s'appliquer en fait à la linguistique et les dernières évolutions au niveau du référencement. Alors pour vous donner une overview en fait globalement de la visibilité et de la méthode, des méthodes en fait pour bien se positionner sur Google, il y a 3 typologies de critères. Il va y avoir premièrement les typologies, les critères techniques. Globalement, est-ce que Google, quand il arrive sur mon site, est-ce qu'il comprend bien ce qui se passe, est-ce qu'il arrive à aller voir l'ensemble des pages, ou est-ce que le site est trop long à charger, est difficile à comprendre, voilà. Est-ce que en gros le balisage HTML des pages est bien fait, donc ça c'est la partie purement technique, une partie importante et qui n'est plus aussi cruciale que ce que ça pouvait être avant parce que Google a fait beaucoup de progrès pour comprendre les pages. Ensuite il va y avoir la partie optimisation de contenu. Donc là, on commence à contenu, tiens, ça fait du texte, du contenu, ça m'intéresse, ça c'est la linguistique. Donc il y a la linguistique et du marketing. Donc ça c'est en gros s'assurer déjà que quand on veut se positionner pour une expression clé, déjà on en parle sur son site, hein, et qu'on en parle, parce que c'est pas forcément le cas. Je cherche à me positionner sur des expressions clés, vous n'en parlez pas de votre site? Ah oui c'est vrai. Mais c'est pas forcément évident, hein, quand on a 50 000 mots-clés, pour être sûr d'avoir une page qui parle moins de ces 50 000 mots-clés, c'est pas gagné d'avance de savoir ça. Et donc, non seulement de parler d'expressions clés, mais aussi de dire les bonnes choses dessus, d'utiliser les bonnes expressions, de s'assurer que ce soit compréhensible, hein, de s'assurer aussi que les gens visitent le site de la bonne manière, etc. Donc il y a toute une partie d'optimisation de contenu qui va être extrêmement intéressant, notamment ce qui va être très pertinent, c'est tout ce qui va être quand on tape sur Google, vous voyez on a le petit titre, on a la description, donc ce qu'on appelle l'extrait en fait, on a un extrait de texte, hein. S'assurer que cet extrait-là en fait donne le plus envie possible de cliquer. Voilà, donc un système de cliquabilité en fait de la description. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et qui a des aspects marketing forts évidemment, mais aussi il y a un aspect linguistique en fait dans l'envie de cliquer en fait. C'est la linguistique, je dirais pas forcément la linguistique
informatique, pour le coup, mais plus linguistique plus traditionnelle. Est-ce qu'on a envie d'interagir avec un site qui va nous parler de telle manière? Ça se passe de la sociologie, mais c'est extrêmement intéressant. Donc ça, c'est les deux premiers critères, donc technique et contenu. Et il y a un troisième critère, qui est un critère plus marketing, qui va être le critère de popularité. Donc en gros, la popularité, c'est quoi? Pour être, parce que des sites bien techniquement et des sites avec du bon contenu, il y en a beaucoup. Si on veut se positionner pour, je sais pas, une mot-clé très concurrentiel comme Mutuel, par exemple, ou Mutuel pas cher, voilà, qui sont des mots-clés extrêmement concurrentiels. Il y a plein de pages qui parlent de Mutuel et qui sont bien techniquement. Le problème, c'est que Google, il a que 10 places. Donc il va falloir qu'il choisisse. Et pour choisir, il va choisir les plus populaires. Comment on fait pour être populaire? Globalement, il faut que les gens parlent de soi, parlent de nous. Donc, il faut avoir des liens. Il faut avoir des liens, des gens créent des liens. Donc, il y a différentes techniques, plus ou moins légales, plus ou moins éthiques, plus ou moins propres, plus ou moins efficaces. Voilà, c'est un grand débat. Voilà. Donc, pour réussir à passer devant les autres. En gros, dans le référencement, c'est quand même beaucoup essayer d'aller passer devant l'autre en jouant un peu des coudes pour être le plus populaire possible. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le quotidien de mon métier. Donc on fait aussi des liens, on essaie de les faire bien, globalement. Donc globalement, pour distinguer un peu un mauvais lien d'un bon lien, un mauvais lien, c'est un lien qu'on va placer de manière assez artificielle, et quand un utilisateur va le voir, il va se dire, oula, ce lien-là, il n'a rien à faire ici, pourquoi je vois que c'est un lien artificiel. Alors que le bon lien, il peut même être artificiel, mais si on ne voit pas qu'il est artificiel, il sera plutôt bien placé. Donc il y a un aspect en fait de comprendre le contexte, donc le contexte global, et notamment aussi le contexte linguistique, de savoir comment le lien que je place, comment je peux réussir à bien l'insérer au sein de cet écosystème-là. Donc là, il y a aussi des études qui devraient être menées, pour l'instant, sont encore pas beaucoup menées en fait, pour essayer de bien comprendre comment on insère les liens et comment nous, en tant qu'utilisateurs, on perçoit en fait un lien hypertexte pour savoir s'il est naturel ou pas. Et parallèlement à ça, il y a aussi tout l'aspect réseaux sociaux maintenant, depuis quelques années, qui est de plus en plus important, de savoir notamment comment on va partager sur les réseaux sociaux, quels sont le style qu'on va employer pour essayer d'attirer aussi le clic. Parce que plus on est cliqué, plus on est visité. Plus on est visité, plus on a une notion de marque. Plus on a une marque connue, plus les gens vont nous chercher. Plus on nous cherche, plus Google va se dire, ah bah tiens, cette personne-là, elle est populaire, et plus je vais le positionner en haut. Voilà. Donc ça, c'est des problématiques sur lesquelles je travaille au quotidien. C'est vraiment du marketing web au sens strict. Et je vais revenir un peu donc à l'optimisation de contenu, parce que c'est ça qui peut vous intéresser, je pense, en termes d'emploi. Alors je ne sais pas si vous connaissez Sylvain Perronnet. Quelqu'un connaît Sylvain Perronnet? Non? Il était au grec pendant 2 ans. L'année dernière. Non, bon, ok. Il est de quand? Il est resté 2 ans en grec, je crois, mais au laboratoire d'informatique. Sylvain, non. Non, il est à Rouen, mais bon. Il est d'Orsay à la place. Mais bon, peu importe. Il s'est mis en disponibilité de l'université et maintenant il travaille dans le monde du référencement. J'en parle parce que sous l'impulsion de certaines personnes, notamment lui et quelques autres, en fait, le monde du référencement devient de plus en plus un monde qui se rapproche du traitement automatique des langues. C'était pas du tout le cas il y a 5 ans, il y a 6 ans, quand j'ai commencé dans ce monde-là. Quand je disais que je faisais du traitement automatique des langues, que j'avais fait du traitement automatique des langues, les gens m'en parlaient, ils m'ont dit, bon, c'est pas forcément grand-chose à voir avec ce qu'on fait. Et maintenant, ils ont fait une vision différente. Parce que globalement, Google, c'est quand même une grosse machine de traitement automatique des langues, surtout un moteur de recherche. On rentre du contenu, du texte. Derrière, il a une somme énorme de... c'est 30 000 milliards d'URL connus, je crois. 30 000 milliards d'URL, c'est quand même pas mal. Sorte un petit corpus, et en quelques millièmes de secondes, il arrive à trouver les pages les plus pertinentes. Donc ça, c'est quand même plutôt
plutôt cool. Mais il a énormément de contenu et il faut qu'il analyse tout ce contenu et essayer de l'interpréter en fait. Et ça, c'est clairement de la linguistique informatique et de l'ingénierie linguistique. Et il faut, d'un point de vue marketing, sachant que quand même le positionnement sur Google, c'est pas anecdotique. Les entreprises dépensent des centaines de milliers, voire millions d'euros chaque année pour réussir à bien se positionner sur Google. Une boîte comme les banques, les assurances, etc., ils dépensent énormément. Et un bon référenceur peut facilement gagner à l'année 60 000, 70 000 euros par an. En fait, moi j'ai fait le choix d'être entrepreneur, donc je gagne moins, mais je fais pas toujours les bons choix dans ma vie. Mais si je travaillais dans une grande entreprise, je devrais normalement avoir un bon salaire. Voilà. Mais je préférais plutôt embaucher des gens. Donc voilà, donc c'est quand même quelque chose de vraiment intéressant, il y a vraiment quelque chose. Et d'un point de vue linguistique, il y a pas mal de choses sur lesquelles on est en train les gens commencent à parler en fait, hein. Notamment tout ce qui va être extraction antinomée, extraction aussi de n-grammes et comparaison en fait entre différents typologies de corpus. Je vous montrerai peut-être si j'ai accès à Internet un outil sur lequel je suis en train de travailler. Parce que dans mon entreprise, j'ai embauché il y a 3 ans un docteur en informatique linguistique de l'université de Marne-la-Vallée, donc qui venait pour le coup donc il avait travaillé sur Unitext, que vous connaissez. Je sais que j'ai travaillé sur Unitext ici en 2001. Voilà. Pour créer en fait un outil d'analyse de contenu en fait et une sorte de framework en fait d'analyse de contenu pour le marketing digital. Donc c'est ce sur quoi on a travaillé. C'est compliqué, il n'y a toujours pas sorti d'outil, donc c'est un petit peu chiant, mais il y a une véritable besoin en fait d'aller à la linguistique et d'aller à la recherche en fait. Le marketing a besoin de la linguistique et a besoin de la recherche pour pouvoir avancer. Et donc comme je vous le disais, je vais souvent aux conférences sur le référencement, conférences SEO, parce que je n'ai pas dit, mais parallèlement à mes activités d'entrepreneur, je suis aussi président de l'association SEO Camp, qui est l'association des référenceurs. Une grosse asso, puisqu'on a 300 adhérents, on a des milliers de sympathisants, on organise des gros événements, on organise des plus gros événements dans 2 semaines à Paris, avec 400 personnes sur 2 jours, une quarantaine de conférences, etc. Et donc je sais bien ce qui se passe en ce moment dans le monde du référencement en France. Et clairement, là où j'étais à Lille il y a 2 semaines, on a organisé une conf, il y avait 2 ou 3 confs qui ont commencé à parler, qui ont vraiment parlé de traitement automatique des langues et justement de comment extraire ces entités données pour essayer à bien les analyser, comment faire de la lématisation, comment après analyser son contenu pour essayer d'avoir une intelligence sur son contenu et sur l'optimisation de son contenu en fait, de ne pas juste le faire au dernier, c'est-à-dire là on sait que quand on parle de, je prends un exemple, j'ai fait ça ce matin, j'ai un client donc, qui vend des locations de sclérose parallèle. Okay. Donc j'ai regardé quelques mots-clés, donc location la plus A, location ski la plus A, location vacances la plus A et location neige la plus A. Okay. Donc j'ai regardé ces 4 expressions-là, j'ai regardé qu'est-ce qui se positionnait sur Google pour ces 4 expressions-là, je regarde et je transforme ça en un gros corpus, globalement. Je fais une extraction en fait de tous les n-grammes, les suites de mots en fait sur les 400 URL à peu près que je récupère. Je fais quelques calculs par rapport à ça. Je compare par rapport à un corpus neutre mais web quand même, qu'on s'est fait de notre côté, et ça permet de pouvoir se rendre compte, tiens, le mot-clé location chalet, par exemple, il est relativement peu fréquent dans la langue, mais il est très fréquent, par contre, dans mon corpus. Donc peut-être moi, si je parlais de location d'un plus A, j'ai peut-être plutôt intérêt à parler de chalet. En l'occurrence, mon client ne parlait pas de chalet sur sa page. Donc pour Google,
Si on ne parle pas de chalet et qu'on parle de la visa, on n'est peut-être pas assez pertinent. Voilà. Donc ce genre de réflexes-là qu'il faut aussi automatiser, qui sont des réflexes de linguistes aussi, vraiment la linguistique à faire. Hein. C'est des actions que je suis en train de mener, c'est un outil aussi sur lequel je suis en train de travailler. Il y a 3 ans, quand j'ai commencé la création de cet outil-là, j'avais 0 concurrent. Maintenant, j'en ai déjà 2. Je sais que j'en ai au moins 2 autres qui devraient arriver au niveau concurrence, parce que je sais un petit peu ce qui se passe chez les uns et chez les autres. Hein. Donc il y a un besoin et un début en fait de création d'outils sémantiques et d'outils lexicaux de jeu en fait avec l'expression clé, avec les mots-clés en fait, qui est vraiment indispensable. Et pour voir un petit peu ce que disait Benoît, au niveau de l'emploi, c'est clair que ce qui va être intéressant, et moi ce qui m'a permis en fait un peu de me sauver après un parcours un peu chaotique au début, hein, c'est un peu la double compétence. Globalement, ça m'était super utile tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'au DEA. Il y a encore des choses dont des cours un peu sur l'exécutif et tout ça. Qui me sont encore utiles parfois sur la manière d'aborder en fait d'aborder certaines rédactions. On me dit là cette exécutif-là, il faut l'utiliser de telle manière, et je sais pourquoi en fait. Parce que j'ai eu des cours en DEA et qui m'ont été. Je sais retenus. Mais globalement, ce qui m'a été encore plus utile dans mon CV, c'est aussi tout ce qui se passe en dehors. Et clairement, le fait d'apprendre à coder, en fait, était quelque chose de très important. Alors maintenant, c'est pas forcément PHP qui va, pour vous, qui serait maintenant en tout cas le plus intéressant, mais le Python, qui est un langage qui est extrêmement demandé dans le marché de l'emploi. Voilà. Notamment chez Google, mais aussi ailleurs. Clairement, je vous encourage à apprendre. C'est assez facile en plus à se mettre un peu dedans. Le JavaScript aussi peut être aussi assez utile de faire un peu de JavaScript et d'avoir des notions en marketing. En fait, penser un peu le contenu, c'est aussi la base de la publicité. Le contenu dans son ensemble. Donc on est entouré de contenu. C'est ça qu'on est avant Internet, on se dit le monde c'est l'oral en fait. Maintenant le monde c'est l'écrit. Même si YouTube et les vidéos prennent de la place, les vidéos on les retranscrit et on les analyse surtout par l'écrit. Donc le big data, on parle tous de big data, c'est fondamental et ça reste de l'écrit derrière, ça reste des bases de données, pour chaque personne qu'on va avoir dans sa base de données client par exemple, on peut avoir plein d'informations. Toutes ces informations-là, toutes ces posts sur Facebook et tout, on va extraire, on va le texte mining, et clairement, ça c'est de la linguistique associée au marketing, c'est juste l'avenir. Il faut en avoir conscience en fait de cette liaison entre les deux. Et c'est grâce à cette liaison en fait que je réussis à avoir en fait à faire ce que je fais là globalement et qui marche plutôt pas mal. Je suis assez content de ce que je fais sur licence du langage. Je pense que ça sera un petit peu plus difficile. Voilà, de me lancer en tout cas, d'avoir des réflexes linguistiques, et notamment l'outil que je suis en train de créer, clairement c'est grâce, alors c'est marrant parce que je retrouve en fait des trucs que j'ai appris beaucoup il y a plus de 10 ans, mais oui c'est vrai, j'ai malheureusement pas beaucoup de temps pour m'en mettre à fond dedans, donc c'est mon ingénieur qui s'en occupe pour moi, mais ça me permet de comprendre et de pouvoir aussi manager beaucoup mieux, donc grâce à tout ce que j'ai pu apprendre ici en fait. Voilà. Vous avez dit, j'ai cru comprendre que vous disiez que vous aviez embauché des gens. Oui. Est-ce que vous avez embauché des gens qui avaient fait des études de linguistique? J'ai embauché quelqu'un qui a fait informatique, mais qui a fait une thèse d'informatique linguistique, mais qui n'est pas linguistique.
J'ai pas eu l'occasion d'embaucher quelqu'un. Après, moi, les profils que j'embauche sont des profils assez divers et assez. J'aime bien les gens qui viennent de l'université, souvent. Je trouve qu'ils ont une vision relativement large, une vision assez ouverte d'esprit, pas mal de choses. Donc c'était plutôt des gens qui sortaient. J'ai 2 anciens journalistes dans mon équipe, en fait, qui avaient fait des études de langue. Pour le coup, un autre qui avait fait une licence pro e-commerce. Qu'est-ce que j'ai embauché d'autre? Après, des gens avec des parcours un peu particuliers, en fait. Mais j'ai déjà fait en fait, j'ai reçu des gens avec des profils linguistiques, mais j'ai jamais eu l'occasion, en fait, malheureusement. J'aimerais bien, mais c'est une question d'opportunité d'emploi aussi. Et souvent, en fait, le problème, c'est que les linguistes ne vont pas avoir ce réflexe marketing, en fait, et dont j'ai besoin. Et ils ne vont pas avoir de connaissances en référencement. Et il faut avoir un minimum de base pour pouvoir travailler avec moi, parce que sinon, on trouve des clients. Nous, on paye pour être retourné sur Google. Ça, j'espère, d'ici un an, avoir un gros besoin en linguiste quand j'aurai développé un peu mieux mon outil. Parce que l'idée en fait de l'outil, c'est d'avoir une compréhension beaucoup plus forte en termes de qu'on a une d'expression clé, par exemple. Ça peut être très intéressant de les classer en cluster de manière automatique. Parce que entre location à la neige ou l'hiver de Lens, clairement ce sont c'est ça, c'est 3 mots, ça à chaque fois, ou 4, mais il y en a un, c'est une antinomée, mais on dit, on va pouvoir relier finalement à une base sémantique type Wikidata par exemple, et l'autre, location à la neige, où on va pouvoir retrouver éventuellement le substantif location, on va avoir un aspect un peu avec une intention de recherche et qui va être orientée demande de devis ou transaction. Donc réussir à prendre une intention de la recherche à partir de l'expression, pouvoir clusteriser en fonction de différentes analyses qu'on peut avoir en fonction de la signification en fait globalement des mots derrière, pas forcément dans une outil purement linguistique, mais dans un outil purement marketing derrière, mais justement en essayant de confronter un petit peu les deux, en confrontant un peu ce qui a pu se dire ces 50 dernières années sur la langue en tant que telle, encore plus, et ce dont nous en marketing on a besoin, c'est fondamental, il y a besoin que les deux mondes se rencontrent en fait, ce qui n'est pas le cas actuellement, pas en tout cas. Pas beaucoup de gens qui sont à la frontière entre les deux. S'il y a des diplômés en sciences du langage, enfin le master ou au milieu de thèse, et qui cherchent, qui ne connaissent pas spécialement le domaine, mais qui cherchent à s'informer, voir un petit peu, tâter le terrain, si je puis. Qu'est-ce qui marche bien? Si on veut vous rencontrer, vous, qu'est-ce qu'il faut vous écrire? Ce qui peut bien marcher, globalement, c'est tout ce qui va être conférence. En fait. Alors, on va à une conférence de référencement, on ne peut pas comprendre grand chose à certaines conférences, mais c'est pas grave. Toujours en ne comprenant pas, on comprend au bout d'un certain temps. Voilà. J'ai eu des conférences qu'on a étudiées en maîtrise ici. Au début, je ne comprenais pas grand-chose, et au fur et à mesure, on comprend, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et normalement, par exemple, il y a des conférences qui ont lieu en Normandie. Notamment, il n'y a que du web, qui est une conférence pure web, alors elle coûte un peu d'argent. On peut avoir des places à un peu cher, je crois 250-300 euros pour réussir à négocier. Donc c'est lieu les 8-9 juin à Deauville. Donc c'est Sylvain Perronnet justement qui organise. Donc j'espère que je vais y aller. Donc c'est 3 jours de conférence en fait sur le web, principalement orienté marketing, avec quelques techniques, avec aussi évidemment du référencement, des réseaux sociaux, etc. Donc ça c'est pas mal. Et là je suis en train j'étais hier justement, j'ai dîné avec des référenceurs de camp en fait, donc je vais ici en profiter. On va essayer d'organiser au mois de janvier une journée de conférence un samedi à Caen sur le référencement en fait. On avait déjà fait un il y a 3 ans donc au campus numérique.
Et on va essayer, donc on cherche une salle, donc, si vous avez des pistes pour des salles, on va pouvoir la fête. Voilà, pour essayer d'organiser ça, c'est des choses qui sont... ça reste quand même accessible, hein, de manière générale, c'est du marketing, mais c'est plus simple, je dirais, de comprendre une conférence de marketing que comprendre une conférence d'informatique. Est-ce que ça reste... Est-ce qu'on aurait raison de dire qu'il ne faut pas hésiter à aller parler aux gens, à se présenter, à leur poser des questions? Ah oui. Et puis en plus, il faut se mettre en avant aussi. Il ne faut pas hésiter à essayer à avoir un compte Twitter, Twitter en fait marche bien en fait. Dans le domaine du marketing, ça marche très bien. Avoir un compte Twitter actif, on commence par recruter les gens. Et puis on commence à voir un petit peu ce qui se passe, on voit un peu ce qui nous intéresse, que ce soit international ou telle typologie d'article ou autre. Et on commence à écrire aussi de temps en temps sur un petit blog, ou même sur un Tumblr, peu importe. Et derrière, on peut commencer à se faire une autorité. Donc voilà, ça marche très bien. Je connais des gens qui... quelqu'un que j'avais rencontré qui sortait des études, que j'avais rencontré a priori en entretien d'embauche en 2009-2010, et maintenant il est référenceur chez les pages jaunes, il est très connu, etc. Et il est devenu connu en fait par son compte Twitter, en publiant des choses bien, en ayant son blog et en allant à des conférences. Après, une fois qu'on commence à parler à des conférences, on a vraiment un bon performance branding, et là au niveau de l'emploi ça marche à mort. Mais il faut se mettre en avant. Je veux dire, on ne peut pas rester dans son coin. Dans le mode du marketing, c'est vraiment être très très bon. C'est pas possible. Et tu parlais de Sylvain Perraudet, Frédéric Billet, c'est un nom qui dit plus de quelque chose. Il a monté aussi, il était au grec. Peut-être un petit peu après. Il a monté aussi son entreprise et je voulais savoir si c'était assez proche. Comment? Quelle entreprise il a fondé? Justement, c'est ce que je voulais savoir, je croyais que tu savais. Nopsis de Caen. C'est très bien ça. Stream. Oui, mais il a... D'accord, à la fac. Oui, je dis, c'était lui. Il a développé une variante. Ah oui, d'accord. Dans le privé, oui. D'accord. Moi, j'ai travaillé pour une entreprise avec Frédéric Billot. C'est Frédéric Billot, c'est là-bas. Oui, je connais bien. Donc justement, mon outil, en fait, dont je parlais, une partie à l'époque, et ils ont augmenté leur prix, donc abandonné, j'ai passé pour autre chose en fait. Donc je travaillais avec Nopsis, boîte qui est à Caen. Et Nopsis et le Labs en fait, qui permet justement de faire l'extraction d'entité. Alors oui, il fait beaucoup tout ce qui va être, ça fait tendance l'identification en fait de la du sentiment en fait. Savoir si c'est positif ou négatif. C'est bon, regarder les commentaires, il y a des boîtes qui peuvent dépenser énormément pour avoir des rapports par rapport à ça. Même s'il y a 40% juste de choses qui sont à mettre à la poubelle, dire ouais mais c'est à peu près juste. Mais c'est pas grave, ils ont la data, ils ont une data, ils sont capables de mettre des millions et des millions pour une data, même si elle n'est pas tout à fait juste. Dans tous les cas, il y a un besoin par rapport à ça. Je sais pas, chez Evian ou McDonald's. Alors on va chercher à tous les endroits où on parle d'Evian, et c'est de dire si c'est positif ou négatif, et voir après en fonction des produits, voir est-ce que la courbe est plutôt bonne ou pas, éventuellement avoir des alertes pour pouvoir dire tiens, les gens ils disent Evian c'est bien, mais attention, on parle d'eau brûlée ou je sais pas quoi, ou là on parle de sport, tout ça, c'est plutôt bien. Donc il fallait avoir une cartographie en fait, donc c'est pas mal de gens qui travaillent là-dessus, mais je sais que Nopsis, c'est une LAS, il ne faut pas directement, mais leur plateforme est utilisée par des gens qui font de la réputation. Quand même, ils sont fait racheter par une boîte et font encore autre chose, mais voilà. Je voulais vous poser une question. Donc vous avez dit les 3 éléments là, du référencement. Moi j'ai un copain qui a monté sa boîte sur... mais c'est aux États-Unis, et là, mais je me demande si ça correspond à votre 3e élément. Là, vous avez appelé popularité, donc les liens hypertextes. Ouais. Est-ce que c'est ce qu'on appelle là-bas ubiquité?
Ubiquity. Parce que c'était le grand truc, selon lui. Donc, cette façon d'être... En fait, il m'a décrit ça comme un logiciel qui fait en sorte que on est référence... c'est un genre de diffuseur de liens, qui s'incrustent dans d'autres sites. Mais il explique très mal les choses, j'ai jamais compris comment. Je pose un peu par rapport aux réseaux sociaux, c'est pour quand on veut poster quelque chose, en fait, ça a un multipostage, à la fois sur le Twitter, sur le Facebook, sur le LinkedIn. Mais même au-delà de ça, même dans des sites, voilà, à travers un acheminement par mots-clés qui ferait que. Peut-être, après je sais qu'il y a beaucoup de systèmes en fait, qui existent, qui ne sont pas forcément faits avec toujours la meilleure éthique, je dis rien sur le système-là. Derrière, il y a, parce que je n'ai pas parlé de ça, mais dans le monde du référencement, il y a deux types de référenceurs, de manière très schématique, ce qu'on appelle les white hats et les black hats, comme dans le domaine du hacking en fait. Chapeau blanc, chapeau noir, ok. En gros, le chapeau noir, c'est ceux qui vont prendre des raccourcis avec les recommandations de Google et avec l'éthique, voire avec la loi, pour spammer. En gros, à l'époque il y a beaucoup de spam mail, maintenant il y a beaucoup de spam social et de spam web, et notamment faire en sorte d'aller créer des centaines, voire des milliers, voire plus de sites web automatiquement, avec du texte généré automatiquement, voilà, du texte recopié et avec du content spinning. Vous voyez ce que c'est le content spinning en fait, c'est-à-dire on prend un texte et on fait de la paraphrase automatique en fait, mais dans une optique pas forcément dans une optique comme on peut avoir ici, une paraphrase de l'écran, mais c'est dans une optique un peu spameuse en fait, c'est un petit peu différent. Et globalement dans cette optique-là, en fait, de créer plein de sites avec juste le but de placer du lien pour augmenter la popularité artificiellement du site du client. Google pénalise tout ça, donc derrière les gens ils sont un peu arnaqués parce qu'ils achètent plein de liens, mais qui finalement après ne veulent plus rien. Après ils sortent avec des pénalités Google, ils baissent en trafic à cause de ça. Donc c'est